Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire, envoie ta demande ici en direct et tu vas nous raconter ton histoire mystique. Mystique, s'il vous plaît. Pas des histoires de romance, des histoires romantiques. Bago m'a barré. La femme a quitté le foyer. On est marié depuis 55 ans. Elle m'a laissé avec 5 ans. Non, ça ne nous concerne absolument rien. Les violences, le truc de violence conjugale, là, on n'est pas dedans. Oh, celui-ci t'appelle sa femme là. Non, non, non. Il y a la bagarre au quartier, le tueur a explosé à Yaoundé. Non. Quand on ne sera pas président, il sera président, ça ne nous concerne pas ici. Hein? Non. Au Cabral, Libye a fait comme ça. Oh, Alassane Ouattara, Washington, Donald Trump a fait. Ça, ce n'est pas pour nous. Ici, c'est les histoires mystiques. Donc, tu as une histoire à raconter mystique. Et s'il vous plaît, quand vous racontez les histoires, ne traînez pas trop. Pas de détails, genre les noms des concernés, le nom des hôtels, le nom des bars, des restaurants et autres. On ne veut pas. Pas de publicité, qu'elle soit positive ou négative, on ne veut pas. Donc, on va commencer la première histoire. Oui, bonsoir. Comment? Bonsoir tout le monde, ça va et vous, comment vous allez? Très bien, merci. Je suis dérange un peu. On t'écoute. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Ok, moi mon histoire c'est... Ok. Mon histoire c'est l'histoire d'un cousin à ma mère. Donc, un cousin de ma mère, donc mon petit oncle. Ici au Cameroun. Alors, on avait un voisin qui était très riche, un avocat qui était décédé au quartier. Et comme il n'était pas loin de notre maison, les jeunes du village, du quartier, tout le monde partait à la veillée et tout. Maintenant, il fallait faire ses obsèques et tout dans son village, mais il était de Bafia. Alors, comme c'était un monsieur que tout le monde connaissait, c'était un jeune milliardaire. Il avait dans les 33 ans, hein, comme ça. Donc, bref, il n'avait pas 40 ans. Et tout le monde le connaissait. Il avait l'une des plus grandes maisons du quartier, donc tout le monde connaissait. Et il avait créé on appelle ça un forage. Donc, on allait puiser l'eau là-bas. Du coup, quand il est mort, tout le monde du quartier partait. Maintenant, il fallait aller l'enterrer dans son village. Dans son village, c'était quelqu'un qui ne participait pas au deuil. Il ne partait pas dans son village. Il n'assistait pas à des gens là-bas. Du coup, quand lui aussi il est décédé, les jeunes du village, les autochtones, tout le monde, ils ont dit qu'ils ne vont pas aider la famille pour les travaux. Bref, tout ce qu'on organise souvent pendant les deuils au village. C'est alors que la famille du défunt est venue au quartier, dans les maisons, partir voir les parents des jeunes pour demander aux jeunes s'ils veulent partir au village pour soutenir la famille, et on va les payer par jour. Ceux qui vont travailler, pour donner un coup de main en fait, pour puiser de l'eau, nettoyer la maison, parce qu'il avait construit une très grande maison dans son village, mais c'était inhabité. Il fallait défricher la cour, puiser de l'eau, tout. Il n'y avait personne pour faire ça. Et ils étaient une famille de riches, lui, il était milliardaire. C'est alors que ma grand-mère a fait appel à mes cousins, particulièrement le cousin de mon petit oncle là, parce qu'il était jeune, on a grandi ensemble, il était très nuisible. Donc ma grand-mère fait appel à lui et lui dit, j'ai entendu on prend les gens. Attends un peu, il était millionnaire mais milliardaire. Milliardaire, je précise. C'est un avocat. Et je pense que si je donne son nom, les gens vont le reconnaître. Oui, c'est un jeune milliardaire. Voilà. Donc, je sais faire la différence entre le million et le milliard. Ok. Alors, ma grand-mère demande à mon petit oncle de ne pas... Elle dit, je ne veux pas te chercher. Je ne veux pas entendre que parmi les jeunes du village, des jeunes du quartier qui sont partis au village du monsieur là, tu es parmi. Parce que je sais que quand tu vas entendre affaire argent et alcool, tu vas partir. Il a dit oui, il ne va pas partir. C'est alors que même mon grand frère, mes cousins,
Même ceux qu'on n'imaginait même pas qu'ils allaient partir. Comme ils savaient que c'était un très grand deuil, ils devaient avoir le vin à flot. Parti sans dire au revoir. Mon propre grand frère que je suis, il est parti. On avait au moins 3 cousins qui sont partis là-bas. Arrivés là-bas, ils sont arrivés au village, on commençait à faire les travaux, on les a logés dans une pièce, dans une chambre de la maison là-bas. Ceux qui venaient de Yaoundé, donc tous les jeunes là qui se connaissaient entre eux du quartier, là, on leur a mis dans la même pièce. On les avait à manger, il y avait le vin à flot comme ils aimaient. Mais mon frère raconte que quand ils sont arrivés dans la nuit, ils ont mangé, ils ont bu. Le matin, il y avait maintenant les clans. Il y avait des gens qui étaient assis, chacun, bref, comme ça se passe dans les deuils. Mon frère dit qu'il a remarqué qu'il y avait un vieux, que chaque fois qu'il partait dans les autres, là où il y avait des gens assis, on le chassait. Genre, dès qu'il vient, il veut s'asseoir, on chasse. Dès qu'il veut venir, on s'assoit, on le chasse et tout. C'est comme ça que le papa, vieux, remarque des jeunes là-bas qui sont assis seuls. Et il y avait une grosse dame Jeanne de vin de palme devant des gens là. Le gars est venu, le monsieur est venu saluer. Mes fils, ça va? Oui, ça va. Je peux m'asseoir avec vous? Ils ont dit oui. Ils ont commencé à boire avec le père ici là. Il a commencé donc dans l'alcool à leur raconter ses histoires. Leur dit comment, si on vous donne telle chose ici, ne prenez pas. Si on vous donne le vin dans tout ce qui n'est pas cassable, ne prenez pas. Si on vous donne ceci, on vous donne cela. Lui, il est avec nous. Donc, ce qui veut dire que si on a un souci ici dans le village, lui va venir nous aider. Mais quoi, ça coupe beaucoup, hein? Le papa là, mon petit... On m'appelle. Je ne sais même pas pourquoi on insiste à m'appeler. Quand moi, il raconte mon histoire. C'est alors que le papa là, mon petit cousin, le cousin en fait de ma mère, mon petit oncle, tellement curieux, tellement pointu, s'est lié d'amitié particulière avec le vieux. Là, quand je dis vieux, c'était un vieux. Ils ont commencé à souvent s'asseoir ensemble dans la nuit, boivent ensemble. Pendant que tout le monde dort, ils veillent autour du feu. Eux, ils sont assis à deux, ils causent avec un autre gars du quartier là-bas. Jusqu'à ce qu'un jour, le papa là leur invite. Il leur dit qu'à minuit, quand tout le monde va dormir, j'ai une écorce qui me rend invisible. Je vais vous donner ça. Quand vous allez rentrer sur Yaoundé, vous pourrez entrer dans les banques, prendre de l'argent. Bref, même dans vos maisons, ce que tu veux, tu peux prendre. Avec l'écorce là, sans qu'on ne te voie. Les gars ont dit oui. Ils ont donné rendez-vous au père là, à minuit. Comme ils s'étaient arrangés entre eux, ils étaient 3. 2 gars de Yaoundé, y compris mon petit oncle et le papa là. Minuit donc sonne, tout le reste s'endort. Mais les deux forces y restent. Le papa vient donc leur faire signe qu'il est temps de partir derrière à la cacaoyère pour que je vous donne l'écorce là. C'est alors que mon petit oncle se lève, il suit le papa, il réveille, il dit à son ami qu'on part. Son ami lui dit que non, avance, moi je vais venir vous retrouver là-bas. Quand ils sont partis, ils sont restés là-bas, les deux. Le petit, l'autre dit que lui, il a eu peur. Il s'est endormi, il a décidé de ne pas partir. Arrivé là-bas, on ne sait pas ce qui s'est passé entre le papa là et mon petit oncle aussi. Mes frères disent que le matin, vers 6 h, quand le jour est en train de se lever là, il y a le bruit, des femmes préparent les marmites. Les bruits des marmites vous réveillent. Ils se réveillent donc tous, ils se réunissent donc là, assis là devant les trucs, en attendant qu'on vienne leur demander leur aide et tout et tout. Ils voient mon petit oncle venir derrière la maison avec un sac à dos. Il y avait un papa qui était assis là. Mon petit oncle là vient devant le papa là. Il lui donne une paire de gifles. Pa, pa, pa. C'est alors que tout le monde est indigné de voir un enfant comme ça gifler un vieux pour rien. Quand il donne dans les gifles là, il est étonné de voir que les gens le voient. C'est comme ça que les gens vont vers lui pour l'arrêter, peut-être pour l'arrêter ou bien pour le tabasser ou bien pourquoi. Le gars s'enfuit. Quand il s'enfuit, donc, il devient fou. Donc, la course qu'il avait pris en partant là, c'est comme ça qu'il est devenu fou là-bas dans le village où ils sont partis chez les Bafia là-bas pour le deuil là. Le deuil est fini. On a cherché mon cousin là partout. Le deuil est fini. Mes frères sont restés là-bas pendant 1 semaine de cherchant dans tout le village. Il est quitté du village même où ils étaient partis au deuil. Il est maintenant parti se retrouver dans un autre village, nu. C'est une maman qui va dans son champ un matin. Elle le trouve couché là-bas, nu comme il est né.
Et il y avait le numéro d'une de nos tantes que depuis que nous sommes enfants, elle n'a jamais changé son numéro jusqu'à aujourd'hui. Donc nous tous, on a ça dans la tête que même si tu te réveilles, on te demande que le numéro de tel c'est quoi, son numéro MTN, on connaît toutes, même dans sa folie. Il s'est rappelé du numéro là, c'est alors que dans la folie, il ne faisait que citer le numéro. La femme là a pris le numéro là, elle a appelé. Sur Yaoundé ici, ça a sonné, ma tante a pris. On lui a dit que vous avez un fils ici qui est fou dans tel village, venez le retrouver. C'est alors qu'on appelle donc ceux qui sont partis au village là que... Donc il y a quelqu'un qui est fou là-bas, donc les gars étaient restés, ils n'ont dit à personne parce qu'ils avaient peur des réactions des parents ici en ville. Donc c'est les parents qui les appellent même pour dire qu'il est fou, il est dans tel village, allez le chercher. Ils l'ont ramené là-bas, du village là jusqu'à Yaoundé. Il est fou jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas ce qui s'était passé entre les deux. On a essayé de le traiter traditionnellement, on l'a amené à Jamo. Parfois il est bien, parfois ça reprend, parfois il perd la tête, parfois jusqu'aujourd'hui il a perdu sa tête comme ça. C'était un peu ça mon histoire. Et la morale c'est que quand vous arrivez dans un endroit inconnu, vraiment faites-vous discret, évitez de vous attacher aux gens que vous ne connaissez pas. Faites ce que vous êtes venu faire et rentrez chez vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Allez, commenter. Bonsoir Anna. Bonsoir Anna. Bonsoir DMG. Bonsoir la famille DMG. Je suis depuis le Gabon connecté jour et nuit à votre émission. Je viens ce soir vous raconter mon histoire. Je suis gabonaise du sud du Gabon, chez nous les Pounou. Bon, au village, il y a quelques années de cela, je peux dire 10 ans derrière moi, ma mère m'avait raconté une histoire. Donc c'est cette histoire-là que je veux partager avec vous. Elle dit que dans notre village, il y avait une dame en fait, qui était le genre de femme battante, le genre de femme qui avait beaucoup d'enfants mais qui travaillait beaucoup. Donc, ce qui faisait en sorte que les gens la craignaient parce qu'elle avait une force un peu surnaturelle en fait. Ça veut dire que elle frappait même les hommes, elle faisait la pêche, la chasse et tout ça. Donc, il paraît que cette dame-là avait aussi la sorcellerie en fait. Mais sa sorcellerie, c'était la sorcellerie pour garder la famille, pour... en fait, c'était pas dans le mauvais sens. Bon, après une longue durée, elle allait à la chasse et après elle est rentrée à la maison. La dame en question, donc la nuit, dans notre village, il y avait la sorcellerie. Les gens faisaient des réunions mystiques. Donc elle, quand elle s'envolait, elle se baladait seulement au village. Ensuite, elle venait, elle retournait chez elle. Elle n'emmerdait personne, elle ne faisait pas du mal aux gens. Quand elle sortait une fois, 2 fois, 3 fois, les gens du village l'interpellaient. Oh madame, mais viens aussi avec nous ici là. On va manger, on a une table ici. Elle disait toujours non. Tellement on l'avait déjà proposé ça plusieurs fois qu'un jour elle a accepté. On lui a donné la chair humaine. Que non, tiens, tous les jours tu passes ici, mais on te demande de manger, tu refuses. Elle a pris. Elle est allée cacher dans son fumoir à la cuisine. Après, elle a encore fait des mois. Chaque fois, quand elle repassait par là, les gens qui l'avaient donné la chair humaine la disaient, lui disaient toujours, mais la dernière fois, nous, on t'a donné quelque chose. Toi, tu ne nous donnes rien. Elle disait que, oh, moi, je n'ai rien à vous donner. Oh. Moi, mes enfants, elle avait 7 gosses. Moi, mes enfants, je ne fais pas les tontines pour tuer mes enfants. Donc, à chaque fois, un jour, elle va au champ le matin. Elle laisse tous ses enfants. Elle avait un enfant de 2 ans. Elle laisse ses enfants. C'est comme ça qu'elle est au champ, les gens quittent. Donc, l'enfant avait convulsé à la maison. L'enfant était tombé et l'enfant était mort derrière elle. Les gens ont couru au champ pour aller lui retrouver, pour lui annoncer la nouvelle. Elle a seulement répondu que moi, j'ai laissé tous mes enfants, mes 7 gosses. Ils n'étaient pas malades. Donc, je ne sais pas pourquoi mon enfant peut mourir. Les gens sont venus en pleurant, oh non, l'enfant est mort.
Elle est restée au champ. Elle a fait comme si de rien n'était. Elle a continué à sarcler. Elle a planté. Ensuite, vers les 16 heures, elle a maintenant porté son panier pour revenir à la maison. C'est comme ça, en revenant à la maison, elle a trouvé tout le village était déjà là. L'enfant, comme vous connaissez la tradition, au village, on prend un matelas, 4 bougies, on met le mort au milieu du salon et les gens veillent. Et vous-même, vous savez qu'au village, quand il est déjà 16 heures, le temps est déjà un peu sombre. Donc, elle est arrivée, elle n'a même pas pleuré. Les gens sont allés en pleurant, elle a dit, oh, pardon, ne pleurez pas, je n'ai aucun décès. Elle est allée, comme l'enfant prenait la purée des tarots avec le sucre, elle est allée dans sa cuisine. Elle a fait descendre son panier, elle a tout fait. Elle a fait la purée des tarots de son enfant. Elle a mis au feu. Elle a écrasé le sucre, elle a mis. Après, elle est arrivée au salon où les gens étaient en train de pleurer. Elle a commencé à dire, taisez-vous, 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 taisez-vous. Dites-moi pourquoi vous êtes chez moi et que vous pleurez. Comme ça, qu'on lui a dit, ah, mais les gens sont venus t'expliquer là-bas que ton enfant est décédé. Elle dit, quel enfant? Oh, ton petit bébé là. Elle a dit, mon enfant ne peut pas être décédé. Je vous jure que c'est une histoire, jusqu'à aujourd'hui, les gens en parlent. Chez nous, à Moabi, au sud du Gabon. La dame là a appelé d'abord le chef du village, qui était le président des sorciers. Elle a désigné toutes les personnes qu'elle voyait la nuit. Elle leur a dit de se lever. Que la personne qui ne va pas se lever, déjà, les gens avaient peur d'elle parce que, déjà, elle influençait, elle tapait les hommes. Elle a dit la personne qui ne se lève pas. Je veux vous battre. Aujourd'hui là, tous se sont mis en ronde. Elle leur a dit que bon, attendez, ne parlez pas beaucoup. Elle est allée au fumoir où elle avait gardé le morceau de viande, de la chair humaine qu'on l'avait donné dans la nuit. Elle a pris ça. Elle est venue remettre ça au chef du village. Une viande qui avait déjà fait plus d'1 an. Mais lorsqu'elle avait fait, elle avait ouvert ça dans la feuille. La viande était encore bien saignante. Elle a remis au chef du village. Elle a dit que voici la viande que vous m'avez donnée telle nuit. Voici ce qui s'était passé. Voici votre viande. Rendez-moi mon enfant. Je vous jure que c'était une panique dans tout le village. Le chef de village obligé de réunir toute son académie de sorcellerie pour récupérer la viande qu'ils avaient donnée. Elle a dit, je vous donne 10 minutes pour rendre mon enfant. L'enfant qui était mort depuis le matin, on avait déjà même mis le coton dans les narines partout. L'enfant ne respirait plus depuis le matin. Les sorciers se sont arrangés. Ils sont allés derrière la maison. Ils ont cueilli les plantes. Ils sont venus mettre ça à l'enfant aux narines et aux yeux. Je vous jure que l'enfant a éternué. L'enfant a éternué 3 fois. Après, ils ont pris l'enfant. Ils ont remis à la dame. La dame est allée derrière la maison. Elle a pris une bouteille, une bouteille vide. Elle a rempli le sable. Elle est venue remettre au chef du village en disant que ça, ce sont les années de vie de mon enfant. Si mon enfant, quelque chose arrive ou des autres, vous allez voir ça. Je vous jure que cet enfant-là, jusqu'aujourd'hui, vit. Hein. L'enfant à la trentaine comme nous là. L'enfant à la trentaine, l'enfant vit bien. La dame là vit encore. Tous ces enfants sont vivants. Donc, la morale de l'histoire, c'est pour dire aux gens que il y a des sorciers et des sorciers dans la vie. Parfois, quand on te prend même un enfant dans la sorcellerie, faut pas souvent trop s'affoler, faut pas souvent trop paniquer parce que parfois, le sorcier prend d'abord quelque chose juste pour voir ta réaction. Et dès que tu acceptes dans le monde physique que oui, j'accepte le décès, je pleure, la chose t'arrive. Merci, partagez, likez, commentez. C'est notre émission préférée. Merci. Merci pour l'histoire. Merci pour l'histoire. Allez, commentez. Ok. Allô? Ah oui, DMG, bonsoir. Bonsoir. D'accord. C'est moi, papa Gogol, ça fait longtemps. Tu sais qu'on avait bloqué.
Bonsoir Salut, DMG. Bonne année. bonsoir. Bonne année à toi. Ça fait longtemps, je monte pas, j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc, ça, c'est mon compte que j'ai maintenant. Ça ne parle que de Dieu, mais c'est beaucoup en espagnol. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'abonner pour écouter les choses de Dieu et tout, du christianisme, ça s'appelle Love God. Donc, si je préfère qu'on change mon nom de Papa Google à Love God maintenant, c'est mieux, pardon. Mais pour qu'on me reconnaisse, je vais toujours revenir. Alors, bonne année à tout le monde. J'espère que tout le monde a bien commencé l'année. Alors, je suis monté aujourd'hui et j'ai dit que je vais raconter une histoire. Mais l'histoire est un peu... ça a beaucoup de petits sens très importants. Je sais pas, l'histoire, pour la raconter, ça va être un peu difficile, pour que ça soit en ordre, mais je vais essayer. À Douala, au Cameroun, pour les gens qui ne connaissent pas, Douala, c'est la capitale économique. Dans un quartier qu'on appelle Bepanda Yong. Je ne vais pas dire le nom de la personne parce que tout le monde au Cameroun connaît cette personne. Ça fait 40 poussières d'années, dont j'étais à l'école primaire, dont j'ai plus de 50 poussières d'années maintenant. Sur notre route, euh, où on passait pour aller à l'école primaire, je devais avoir dans les 8 ans, il y avait une maison, c'était comme une petite maison, une petite villa comme ça, avec une grande cour. Et un jour, on commence à voir une femme qui est sur la véranda avec plusieurs autres femmes assises par terre avec des bidons d'eau. Déjà, les gens vont reconnaître de qui je suis en train de parler, mais je ne vais pas dire. Et elle disait aux gens, au début, il n'y avait que 10 personnes comme ça. 10 personnes qui étaient assises par terre et elle était comme une prêtre qui parlait à ces gens. Elle disait, regardez dans le bidon. Et tout le monde criait, oui, je vois un ange, je vois des anges. Et nous, on était tout petits, on se mettait sur la barrière, on regardait, c'était comme un film pour nous. Et ils disaient qu'ils voyaient des anges dans les bidons d'eau. Et cette eau-là, ils allaient puiser ça dans une source. Alors, parce que tu ne pouvais pas venir avec l'eau du robinet. Chacun venait avec son bidon d'eau et son tabouret. Et ça a commencé juste devant moi, cette histoire. Alors, des 10 personnes, ça augmentait 20 personnes, 50 personnes, la cour se remplissait. Il y avait plein de femmes à la cour. Et on passait tous les jours, quand on rentrait de l'école, c'était comme une distraction pour nous, à Bepanda, où on se mettait, on regardait. Et elle disait qu'elle soignait des maladies, elle faisait plein de trucs, donc c'était comme un prêtre que tout le monde connaît, je ne vais pas dire le nom. Et c'est sûr que DM, je connais aussi la personne de cette femme, je parle. Parce qu'elle a eu son complice à Yaoundé aussi, qui est un homme, et que toi aussi, bon, on ne va pas dire, on va rester comme ça, parce que je ne sais pas si elle restait toujours en vie, je ne sais pas si elle a en vie. Alors, cette femme, j'ai une tante, raison pour laquelle j'ai dit que cette histoire a beaucoup de petites coupures, mais il faut que je reste en ordre. J'ai une tante qui est la deuxième femme, comme de mon oncle. La première femme a eu 2 enfants. Et la deuxième femme, elle a eu une seule fille. Et la troisième femme avait plusieurs enfants. Et ça la rendait un peu jalouse, la deuxième femme, comme elle avait une seule fille. Et alors on a grandi, quand on était déjà grand, la fille, elle avait déjà 18 ans, mais elle voulait donner à son mari un autre enfant à tout prix. Et elle a commencé à puiser de l'eau pour aller chez cette prêtresse qu'elle disait que bon, elle disait qu'elle l'utilisait. Elle avait une croix à main. Hein. Cet endroit était déjà très fameux à Douala. Les gens venaient de partout dans la rue. Elle a construit une très grande maison avec je ne sais pas où elle prenait de l'argent. Elle a construit un truc en étage derrière sa petite maison qu'elle avait commencé, qui était tout petit avec une véranda. Un truc énorme et tout. Elle est devenue riche devant tout le monde. Alors, cette tante à moi, elle allait s'asseoir là-bas, je crois, il y avait carrément devant sa barrière un calendrier. Lundi, c'était pour les femmes stériles, mardi, c'était pour les lépreux, mercredi, je ne sais pas pourquoi, vendredi, pour chasser les mauvais esprits. Donc, chaque jour avait un truc, dimanche pour les enfants. Donc, cette tante à moi, elle nous envoyait puiser de l'eau dans une fontaine qui était toujours à Bepanda. Il y avait une fontaine à Bepanda, de l'eau pure qui sortait du sol. Elle ne voulait que de l'eau pure. Vous venez avec votre bidon.
Et cette tante à moi, sa fille avait déjà 18 ans, imagine, elle était comme si elle ne pouvait plus jamais accoucher, elle était déjà presque vieille. Elle allait là-bas, elle a commencé à aller là-bas avec son tabouret, elle se levait tous les jeudis, parce que le jeudi c'était pour les personnes qui veulent accoucher. Elle se levait tous les jeudis avec son bidon d'eau et son tabouret, elle allait s'asseoir là-bas. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et elle a accouché un garçon. Mais le garçon n'était pas bien de la tête, totalement bien. On se rendait compte, raison pour laquelle les choses qui viennent un peu bizarres, ça continue toujours un peu bizarre. Donc, les enfants qu'on donne un peu d'une manière qui n'est pas très saine, donc le garçon n'était pas très bien de la tête. Il a grandi avec nous, mais on se rendait compte que c'était pas... Déjà, c'était pas très bien de la tête. On va dire comme ça. Donc ça montrait déjà d'où l'enfant venait et tout. Mais c'est l'une des choses qui me surprenait beaucoup sur cette femme. Et une autre chose de cette femme, c'est qu'un jour, j'ai connu une fille à elle et qu'on a commencé à sortir ensemble. Et un jour, je lui demande de l'argent. Elle vient avec l'argent. Elle me donne l'argent. Quand j'ai l'argent en main, je ne sais pas si c'était 50 000 ou un truc comme ça. Quand elle veut partir, elle se repent. Elle revient, elle me dit, redonne-moi l'argent. Je dis, pourquoi? Elle me dit, s'il te plaît, redonne-moi l'argent. Je lui ai donné l'argent, elle est partie avec. Je n'avais jamais compris, j'ai cru qu'elle était peut-être chiche, peut-être c'est après que j'ai compris que cet argent était compliqué et elle n'a pas voulu me faire du mal. Alors, l'histoire va finir très mal avec cette femme au Cameroun parce que à la fin, il y a des gens qu'on rencontre qui fouillent dans les poubelles au Cameroun et qui ramassent des papiers Kleenex que les gens se suivent les mauves avec et qui jettent partout dans les poubelles. Et puis, les gens ne faisaient que ramasser ça, ils remplissaient des sacs et ils allaient vendre ça chez cette femme. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avec. Donc, je ne sais pas. On dit qu'il faut faire attention avec les garnitures des femmes et tout. Il faut même faire attention avec ce que vous essuyez, vos mauves, vous jetez aussi partout aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire maintenant, même cracher par terre, je ne sais pas comment il faut faire, ou uriner n'importe où. Parce que j'ai même vu maintenant, on urine même quelque part, les gens viennent prendre ça, ils vont faire des choses avec. Aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce qui vient de nous, parce que les gens utilisent même même nos selles. Alors cette femme, elle a commencé à ramasser, elle a envoyé les gens ramasser des papiers Kleenex, toute la ville de Douala et tout. Et tout le monde sait très bien au Cameroun que la police est arrivée chez elle et elle a fui le Cameroun pour aller se réfugier aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est revenue. Elle ne peut même pas revenir au Cameroun. Et beaucoup de gens connaissent cette histoire. C'est sûr que DMG connaît cette histoire. Et elle a fui le Cameroun pour aller aux États-Unis. Donc, bon, je voulais juste te raconter cette histoire. Je ne sais pas, chacun va choisir... comme il veut, hein, ce qu'il veut donner, la leçon qu'il veut donner de cette histoire. Mais faites attention où vous allez demander les enfants, où on vous donne les enfants, parce que cet enfant n'était pas sorti très normal. Mais ma tante était tombée enceinte juste pour y aller avec son bidon d'eau. Elle n'avait même pas fait 3 mois, elle est tombée enceinte, alors qu'elle cherchait un enfant depuis 18 ans. Depuis 18 ans, rien qu'à aller s'asseoir là-bas. Donc, c'était ma petite histoire. Bonne année à vous, bonne année à toi, DMG. Même si je ne monte pas en live, à midi, vers 13 h, je regarde toujours, parce que je sais que tu montes toujours une histoire. Je regarde toujours si tu as monté une histoire. Dans la nuit, j'ai pas trop de temps, il faut que je travaille. Et puis, les films que tu montes aussi, c'est très bien. Et j'ai vu que tu as remis certaines de mes histoires dans DMJ exclusif, machin, truc, et ça m'a fait rire parce que je me rappelais quand je racontais ces histoires. Allez, bonsoir à tout le monde. Maintenant, c'est Love God. Abonnez-vous à ma page aussi. Hein, même si c'est en espagnol, vous allez apprendre l'espagnol, mais ça parle de Dieu et des chansons. Et bon, bonne soirée à tout le monde. D'accord. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Quand une histoire sort, tout le monde, oui, je connais l'histoire. Merci beaucoup, Mala. Oh, je connais l'histoire. Ça a fait le buzz. C'était une histoire, ça a fait le buzz. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a raconté l'histoire
que nous tous on connaît avec une histoire attachée d'un proche à lui. Ça fait un plus sur l'histoire que tout le monde connaît déjà. Voilà, aussi pour ceux qui envoient les histoires sur WhatsApp et que je ne poste pas. Si tu envoies une histoire sur WhatsApp et que je n'ai pas posté, ça veut dire que sûrement j'ai répondu à ton message en disant peut-être le bruit était de trop, peut-être la durée de l'histoire était de trop. Parfois, je reçois des histoires sur WhatsApp. Quelqu'un fait le voice de 1h45 minutes. 1h45 minutes, rien qu'une histoire, c'est le film. Comment toi-même tu peux t'asseoir tu fais un voice de 1h45 minutes. C'est Titanic. Tu as seulement vécu quoi? C'est quelle histoire que tu veux raconter en 1h45 minutes? C'est la série. Parfois, je vois souvent les histoires comme ça pour dire, mais celui-ci là, je peux comprendre que ça t'a vraiment choqué. Que tu traverses vraiment un truc compliqué. Mais 1h45 minutes. Non. Ça ne se fait pas. L'autre qui m'avait encore dérangé, qui m'avait encore fatigué, c'est que c'est une femme, elle avait envoyé elle était une Congolaise, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est Congolaise ou bien malienne. Elle a envoyé une histoire de 45 minutes. J'ai dit, bon, j'écoute. J'ai commencé à écouter, après je vois un autre voice arrive. L'autre voice, c'est un truc comme 58 minutes, comme ça, 50 quelque chose, 52, 58. Bon, j'arrête d'abord d'écouter, j'essaie d'écouter l'autre pour voir si c'est une nouvelle histoire ou bien c'est la même histoire. Après, j'ai dit que désolé, j'ai été coupé. Tu as été coupé, tu as fait 45 minutes. Tu as dit que tu as été coupé, tu fais maintenant 58 minutes. Genre, c'est la suite. Donc, disque 1, disque 2. Disque 1, disque 2. Non. Non. Si je poste une histoire que quelqu'un a raconté 1 heure, les gars vont se désabonner de la page. Les gars vont se désabonner de la page. Comment? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça fait longtemps, hein? Oui, je suis pas très... Je suis sur un autre truc là qui me prend un peu plus de temps là. Deux fois, j'ai créé un deuxième profil, mais les gens reconnaissent ma voix. Et puis ils écrivent dans les commentaires, hey, on te voit plus, c'est Dieu. On te voit plus, j'ai dit, faut venir. J'ai dit, j'ai compris. En même temps, je ne voulais pas justement qu'on me rapproche de ce profil-là que j'ai créé, l'autre profil. Mais il faut quand même donner. Mais bon, c'est intéressant. En fait, j'ai quelque chose à raconter, mais c'est tellement compliqué. Je ne sais pas comment je vais essayer voilà, je vais essayer un résumé parce que c'est la suite d'une histoire que j'avais déjà racontée ici, concernant la délivrance d'une mère. J'avais parlé parce que c'est quelqu'un qui était proche de moi, à qui j'avais dit, en ce moment, je ne priais même pas. Je crois que c'était en 2014 que, comme c'est quelqu'un de vraiment, vraiment proche, et c'est, bon, ma soeur, disons, elle prie beaucoup. Donc, elle a été l'une des premières même à m'avoir initié un peu à la prière. Donc, je crois, en 2014, une fois comme ça, on parlait, et puis, on parlait des difficultés de la vie, de la famille, des attaques, des combats et tout. Et je lui ai dit comme ça, sans vraiment trop y réfléchir, que c'était sa maman qui était à la base de tout ça. Bon, après, je suis passée dessus. Et au fil des années, à chaque fois qu'il y avait des trucs, elle partait dans les prières, elle revenait. Mais c'était comme s'il fallait que je lui dise toujours, non, c'est la maman, c'est la maman. Mais je lui donnais en même temps une solution, sachant très bien qu'il y avait un endroit où on pouvait faire délivrer la maman. Ça a pris du temps, ça a pris vraiment du temps. Et c'est finalement vers fin, de 2014 jusqu'à vers fin 2023 que son frère aîné qui avait été convaincu aussi, et le nom de l'endroit que je donnais pour qu'on puisse faire la délivrance de la maman là, lui aussi, il avait été convaincu et c'est ainsi qu'ils se sont arrangés pour faire partir la vieille là-bas. Je passe un peu sur les détails et tout. Donc quand ils sont arrivés là-bas, la maman ne reconnaissait pas qu'elle était dans la sorcellerie. Et
à chaque fois qu'elle disait, je dis non, elle va finir par avouer, elle va finir par avouer. Et effectivement, la maman est passée aux aveux. Mais les aveux étaient tellement difficiles. Elle avait tellement fait des choses à ses enfants que il y a eu beaucoup de rancune. Il y a eu, c'était surtout son fils aîné qui a gardé rancune à la vieille. De sorte que quand la vieille a été délivrée, effectivement, de sa délivrance, il y a eu beaucoup de choses qui se sont qui se sont réglées en fait dans la vie des enfants. Il y a eu des contrats qui ont été signés parce que généralement ces enfants étaient quand même bien placés, enfin plus ou moins bien placés. Et puis à un moment donné, ça a dégringolé. Quand ça dégringole, le frère aîné, il dit que la vieille a été délivrée, mais elle est certainement retournée dans la sorcellerie. Donc à chaque fois que sa petite soeur m'en parle, j'ai dit non. Parce que généralement, quand tu fais ta délivrance, tu jures que tu jures sur toi-même ta propre vie. Que je jure que, dans le nom de Jésus, je jure que si je retourne dans la sorcellerie, il faut que le... Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui m'a reconnu là. Donc, il faut que tu jures que si je retourne dans la sorcellerie, il faut que Dieu m'enlève la vie. Donc, comme tu mets ta vie en jeu, généralement, quand tu retournes, tu as toujours il y a un retour de bâton. Mais n'empêche que il y a des gens qui retournent réellement, surtout comme la maman en fait, parce que elle est née carrément dans la sorcellerie. Elle n'a connu que la sorcellerie. Donc, quand le fils est né, il dit que sa maman a été certes délivrée, mais elle est retenue dans la sorcellerie. Donc, la petite soeur me fait signe. J'ai dit non, je ne pense pas qu'elle puisse être retournée. Il dit, vu que c'est lui qui s'occupe de sa maman, tant qu'elle ne retourne pas dans ce camp de prière là, pour que là-bas le prophète dise que effectivement elle n'est pas retournée ou bien qu'il la délivre encore une deuxième fois, lui ne va plus s'occuper de sa maman. À chaque fois la sœur me disait ça, donc j'ai pris sur moi de l'appeler parce que j'avais un peu peur parce que je sais une seule chose, quel que soit comment ton parent est, selon la Bible, tu dois t'en occuper quand tu as les moyens et ça là c'est imparable. Donc je l'ai appelé pour discuter avec lui. Moi, quand je l'appelais, j'étais confiante, hein? J'étais sûre que j'allais pouvoir le convaincre qu'il se trompait et qu'il avait été délivré. Mais n'empêche que quand il y a la délivrance, il y a aussi des pactes qui avaient été signés. Il y a aussi, dans leur camp de sorcellerie, ils ont des complices aussi à qui il y avait des dettes et tout, il fallait forcément payer. Donc, quand c'est comme ça, là, il y a des choses qui courent. Donc, il faut vraiment être attaché à la prière pour que la délivrance soit vraiment totalement effective aussi pour les victimes. Donc, je l'appelle. On discute tranquillement, j'essaie de le prendre par les sentiments. J'ai dit, DMG, le gars m'a mis down même parce que j'ai eu l'impression que c'est lui-même qui m'a convaincu même que la vie est retenue dans la sorcellerie. Ah! C'est-à-dire, en fait, il a réussi à me mettre un doute. Donc j'ai dit, ok. Je retourne vers la soeur, j'ai dit, bon, il faut qu'on s'organise, il faut que vous vous organisez pour que la vieille retourne dans le camp des prières là-bas. Ça a pris le temps que ça a pris. La vieille est retournée dans le camp des prières. Quand elle est retournée là-bas, il y a eu des prières et prières, mais il n'y a pas été détecté que la vieille est elle est retenue dans la sorcellerie. Donc elle est revenue. Mais le frère est toujours fâché que lui ne peut pas s'occuper de sa maman. Il ne va pas s'occuper d'elle. Pourquoi je parle de cette histoire-là? C'est parce qu'en fait, il y a un truc qui s'est passé qui est carrément indépendant de l'histoire que je raconte, mais qui pourrait un peu expliquer cette histoire. C'est-à-dire, l'histoire s'est passée dans l'église de ma soeur là. Il y a un prophète qui a été invité à un programme. Et le prophète, quand il est venu, il y a une jeune dame qui fréquente l'église. Il s'est arrêté à côté de la jeune dame. Et puis il dit à la jeune dame, si tu es marié à quelqu'un que tu connais depuis longtemps. La jeune dame répond que oui. Il lui dit, ton premier enfant avec ton mari va pas rester. Et le second enfant que tu vas faire, l'enfant aura vraiment des difficultés. Ça sera comme un enfant attardé. Parce que dans la famille de ton père, et dans la famille de ton mari plutôt, le père, c'est-à-dire ton beau-père, a consacré tous ses enfants à l'adoration du dragon. Mais comme
il n'a pas suivi et le mari ne veut pas adhérer à la même croyance, aux mêmes croyances que son père, du coup, toute sa progéniture va payer le prix. Et la jeune dame lui répond qu'effectivement, elle est mariée à son amoureux d'enfance. Effectivement, ils ont déjà eu leur premier enfant qui est décédé il y a quelques années. Et effectivement, le dernier enfant qu'elle a eu avec son mari, l'enfant a eu vraiment du mal à ne serait-ce que marcher ou même à parler. Entre-temps, quand le prophète lui parlait, il a dit « tu vas ». Il n'a pas dit « tu as ». C'est-à-dire qu'il a prophétisé, il a donné des paroles de connaissance, mais comme ça allait se passer, alors que ça s'est déjà passé. J'explique ça pourquoi. Parce que mon cousin en question, le grand frère en question, quand il va dans les églises et puis les hommes de Dieu lui disent « non, ta maman est dans la sorcellerie, ta maman est dans la sorcellerie », alors que dans la réalité, la maman a été délivrée. Mais c'est parce que il y a des prophéties qui sortent, mais ce n'est pas daté. Ce n'est pas réellement donné dans le temps. Je ne sais pas si tu me comprends, DMG. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on te dit, tu vas faire un accident. Alors que tu as déjà fait l'accident peut-être il y a 2 années, et que tu as fait un accident, tu vas te casser le bras. Alors que l'accident a déjà eu lieu. C'est quelque chose qui est vrai. Mais seulement c'est que la personne qui te donne cette prophétie ne t'a pas donné avec le temps exact. Et généralement, c'est ce qui crée souvent des problèmes. Donc là, ce que je veux dire, la maman a certainement été délivrée. Mais il y a eu la douleur des aveux parce que la mère a vraiment détruit la vie de ses enfants. Et quand vous vous rendez compte que la maman à laquelle vous avez fait confiance durant toute votre vie est celle même qui est à la base de votre... C'est celle même qui est à la base de votre malheur. Donc du coup, il y a la rancœur. Et puis, il y a des prophéties, c'est-à-dire les gens voient, mais ils ne voient pas dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose que la vie a été sûrement dans le temps, il y a moins d'1 an certainement, et que finalement, elle est quittée. Mais eux, ils voient toujours ce qu'ils devaient voir, c'est-à-dire elle était dans la sorcellerie, mais eux, ils disent qu'elle est dans la sorcellerie. Sans cela, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention et puis que chacun même développe aussi une relation de prière. C'est simple. Prier là, c'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin de forcément te mettre à genoux, ou bien donner des paroles, aligner des paroles. Tu peux te mettre à genoux, ou bien tu peux prendre une chaise, tu te poses devant toi, et puis tu parles comme s'il y avait quelqu'un devant toi, et c'est ton père à qui tu parles, c'est-à-dire c'est le Dieu, et pose-lui des questions pour que lui-même il te réponde. Ça va aussi, nous-mêmes, soi-même, c'est édifier la personne même, et puis souvent, poser des questions sur les prophéties qu'on reçoit, parce que généralement, si on ne fait pas attention, ou bien que la prophétie n'est pas donnée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas datée réellement, ça peut toujours créer des problèmes. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, la famille est un peu dans les difficultés. Donc, ce que moi, on a conseillé, c'est de laisser le gars digérer la douleur des aveux de la sorcellerie de sa maman. Et puis après, les choses vont revenir à la normale. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas, c'est cette petite histoire-là que je voulais raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. D'accord. Merci, je descends. Bonsoir. Salut à toi, bro. C'est comment? Ah, tranquille, bro. C'est la première fois que je monte sur ton mouvement, hein. Donc, j'ai pas d'histoire à raconter, mais plutôt un conseil ou bien à donner aux petits frères, aux plus jeunes. Donc, je vais intituler ça éviter d'avoir les longs yeux, comme on dit communément au pays. Donc, c'est une époque où j'allais tellement dans les cyber. Une fois, je tombe sur une annonce qui dit on achète des personnes de tel âge, à tel prix. Me voilà qui contacte la personne. On se donne rendez-vous dans un bar, dans un quartier de Douala. Et puis je découvre des jeunes gars. Ils se mettent à m'expliquer donc. C'est où je comprends réellement de quoi il s'agit. Les gars me posent la question comme quoi tu as des frères, tes parents sont vivants, des trucs comme ça. Et moi aussi, je leur réponds.
Et puis subitement, l'un de mes demandes, il me dit vraiment, ben, tu vois un membre de ta famille, on te donne de l'argent et puis tu voyages, la personne reste mourir derrière. Je suis tout étonné. Je dis, je suis dans quoi? C'est vrai que dans le quartier déjà, on entendait des trucs comme ça. Donc à ce moment, j'ai compris dans quoi j'étais déjà fourré. Il a raconté un tas de choses dont je ne vais même pas entrer dans les détails parce que vraiment c'est grave. Juste pour dire aux plus petits que il faut se méfier. Ils sont là dehors et ils rôdent tout en cherchant qu'ils vont capturer pour mettre dans leur cercle vicieux. Ils sont là dans les universités, ils disent qu'ils sont une organisation. Je ne veux pas juste donner le nom de ces personnes, puisqu'ils sont même sur le live. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, champion. Et courage à toi, à DMG, ce que tu fais. Merci beaucoup pour le conseil. D'accord, bon. Allez, bonsoir. Bonsoir. Oui, apparemment, il y a du bruit, quoi. S'il y a du bruit, let me know. So, can call next time. C'est bon le bruit, là? Non, c'est bon là. Ok. J'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais je vais vous raconter uniquement, peut-être si le temps le permet, des histoires, quoi. Bon, le background, moi, je suis originaire d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, mais je vis présentement aux États-Unis, quoi. Bon, un jour, je rentrais du boulot, quoi. J'ai ouvert ma porte, le living room. Je suis assis en train de me relaxer, quoi. Et je dormais pas, hein. Je ne dormais pas du tout. Et c'est comme si j'ai entendu quelqu'un toquer à la porte. Mais il n'y avait personne, quoi. Je ne me suis pas levé, mais c'est comme si une fille est entrée dans la maison. Elle a pris mes clés et elle est sortie. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Automatiquement, je me suis levé, j'ai ouvert la porte. I just snatched the keys from her. J'ai pris les clés. Comme si, voilà, quoi. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Mais si c'était pas physique, quoi. C'est spirituel, quoi. La personne n'existait pas en tant que physique. Et je ne dormais pas. Elle était, deux garçons et une fille. Mais ce qui est intriguant dans tout ça, en face de moi, il y avait un appartement qui était vide. Le lendemain, j'ai vu les mêmes têtes venir dans l'autre appartement, comme s'ils vont voir des nouveaux locataires. Je me suis dit, mais tiens, moi je suis originaire d'Afrique et vous voulez me faire du n'importe quoi ici. Ça ne se passe pas comme ça. Le building était neuf, hein, je dis. Mais quand elle m'a regardé, elle m'a fixé, quoi. Je lui ai fixé, je lui ai dit que, mais toi, tu ne me connais pas. Ce n'est pas un rêve et ce n'était pas physique. Mais après, un jour, ma femme m'a dit, mais baby, quand j'étais là dans ma chambre, mais c'est comme j'ai vu deux ombres passer, quoi, rapidement dans les toilettes. Je ne voulais pas, comment dire, how you say it, I didn't want to scare her, you know what I'm saying? So, I'm sorry, man. Je ne voulais pas qu'elle ait peur, quoi. D'accord? Je dis, non, c'est rien, c'est rien. Je suis sorti, je me suis dirigé vers l'appartement, le nouveau appartement là. Il y a les abeilles, c'est pas les abeilles, quoi, c'est du vent, hein, c'est du vent. There's no bees, man, guys. Just chill, bro, alright? You gotta chill, man. I'm gonna call next time, though, alright? C'est des histoires que je raconte pour édifier, quoi. Donc, les abeilles et tout, bon, le vent, je sais pas moi, mais il faut s'en foutre, quoi. Concentrez-vous sur ce que je vais vous dire, quoi. C'est des choses réelles qui m'est arrivé il y a pas 3 mois. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous allez apprendre de mes bêtises ou bien de mon expertise pour vous sauver la vie. Mais ce qui m'inquiète dans tout ça, mon fils, il est devenu malade. Il est devenu malade, on est allé à l'hôpital, on a fait du X-ray, on a fait des MRI. Les docteurs ont dit qu'ils n'ont absolument rien vu.
absolument rien vu. Mais je me suis dit, tiens, je vais appeler au bled. Qu'est-ce qu'on va me dire? On m'a dit qu'il y a mon oncle qui est au bled, qui a envoyé des individus qui veulent m'éliminer, quoi. Je me suis dit, j'ai entendu sur DMJ que les sorciers ne traversent pas l'océan, quoi. Je croyais que j'étais sauf. Mais apparemment, je ne suis pas sauf. Hein. Donc, DMG, ce que je voulais dire par là, lorsque quelqu'un prend un appartement, il faut qu'il prie. Et moi, j'ai prié, je vous dis. Hein. J'ai oublié un jour encore, je suis rentré de l'entrée du boulot, mais j'ai vu deux esprits sortir vite, rapidement vers la fenêtre. Ils n'ont peur de moi, je sais. Parce que c'est pas n'importe qui en plus. Pas pour me vanter, mais je suis issu d'une famille mystique et religieuse, quoi. Un jour, je me rappelle très bien, quand j'avais 15 ans, ça c'est un blèche, quoi. Quand j'avais 15 ans, il y a mon papa qui m'avait appris un secret. Un secret. Il y avait des chats qui dévoraient les poulaillers. D'accord? Et il m'a dit, voilà, je vais t'apprendre des paroles mystiques. N'importe quel individu qui veut te nuire, un animal, quelque chose, tu prononces ces termes, tu touches l'être humain, quel que soit l'être humain, hein, je veux dire. Et voilà, la personne va décéder. Je dis, comment ça? Il y avait un chat qui dévorait les poils. Il m'a dit que tu vois le chat là-bas? Je lui ai dit, ouais. Et bon, il m'a donné la chaussure gauche, sa chaussure gauche. On apprenait quelques termes. DMG, le chat était couché. Le chat ne dormait pas. Hein. Mais lorsque j'ai commencé à prononcer ces termes mystiques, le chat m'a regardé. C'est comme si le chat avait compris qu'il y a quelque chose de mal qui allait lui arriver, quoi. Mais il ne peut pas bouger, il est hypnotisé, je dis. Hypnotisé. C'est comme si le chat et moi, il y avait 3-4 mètres de distance, quoi. Je me suis dirigé vers le chat, j'ai pris la chaussure gauche, j'ai simplement touché le chat. Et le chat était mort. Donc, pour vous dire qu'il y a des gens qui ont ce background. Pour tous ceux qui cherchent à nuire des individus, ou bien à braquer, ou bien à chercher du mal, faites attention. Il y a des gens, tu les vois avec des costumes et tout, mais qui sont déguisés mystiquement. Et c'est ce mysticisme qu'il y a avec moi, que quand ces individus qui veulent me faire du mal avec ma famille, là, dès que je rentre, mais ils fuient, quoi. Mais mon problème, c'est que je n'ai pas réussi à transférer ce bagage à mes enfants. Ma fille, elle est un peu malade. Et mon fils, voilà, il est à l'hôpital du demi au lendemain. Donc, si quelqu'un parmi vous, les gars, a un degré de spiritualité élevé, d'accord, qu'il soit musulman, chrétien, bouddhiste, justement, je m'en fiche. Moi, je veux me débarrasser de ces individus-là. J'ai absolument tout cherché à faire, mais ils sont là toujours. Et personne ne les voit, excepte moi. Donc, c'est ce que je voulais, I just want to say thank you to all you all, and I appreciate all you're doing, man. That's a great thing that you have right there, alright? Hey, yeah, big up, bro. Alright. Et DMG, il faut demander c'est quoi le bruit. Et si je demandais alors, et si le bruit était fait volontairement, genre dès que tu demandes là, on n'a plus ton coup. Demandez dans les commentaires, c'est moi qui devais venir partir. Mais c'est le porte-parole de quoi? Eh, pardon. Salut, comment tu vas, DMG? C'est Leonidas, encore moi. Oui. Ça fait... je suis vraiment très content de t'entendre, hein, de te voir, bon, disons, de participer au direct, parce que ça fait déjà un peu que je sais, mais j'arrive pas. Aujourd'hui, là, je suis à l'hôtel tout seul. Et je suis tombé sur ton direct comme ça. C'est vraiment magnifique. Bon, moi, j'ai une toute petite histoire à raconter. Je ne sais pas si tu me permets. Je ne sais pas si tu m'entends bien, hein? C'est bon? Oui, très bien. Oui, très bien. Ok. Parce que je n'ai pas mis les écouteurs, là, le volume du téléphone est un peu bas. Et j'avais précédemment raconté l'histoire du sniper spirituel, disons, en sorcellerie, quoi. Parce qu'ils existent, hein. Comme je disais une dernière fois, je parlais de commandos marins, tout ça. Alors, les gars se sont mis à rire.
mais en réalité, ils existent, Dio. J'avais même rencontré ça, tu n'as pas encore diffusé, je pense, hein, oui. La semaine passée, j'étais encore dans une chambre d'hôtel comme ça. À force d'écouter les histoires, tu te souviens, l'histoire que les gens rencontrent dans les hôtels, on voit un peu les, je sais pas, comment on les appelle, les tableaux un peu bizarres. Je rentre dans la chambre d'hôtel, je vois 2 tableaux. Un genre de Saint-Michel-Archange et puis de la Vierge Marie avec un bébé. Mais vraiment, quand tu regardes l'image, ça ressemble à rien. C'est trop bizarre. J'ai dit, oh, ça, c'est les histoires de DMJ, là, ça. J'ai carrément décroché le truc, je l'ai mis à la porte quelque part là-bas. Et puis après, je me suis assis pour raconter l'histoire du sniper spirituel dont j'ai failli être victime. Et quand je suis rentré à la maison, la grand-mère, encore une fois, comme par enchantement, elle m'a parlé aussi d'une histoire de mêmes histoires de sniper, au fait, d'un fusil mystique, on va dire comme ça. En Afrique, ce sont des choses qui existent, au fait. Certaines personnes sont dotées de ce type d'armes-là. Au fait, on les engage, on va dire comme ça, que c'est aussi des snipers. On les engage pour pouvoir atteindre certaines personnes quand ils ne peuvent pas venir en face ou faire des trucs un peu bizarres. Bon, mais cette fois-ci, là, dans ce village, comme je suis en train de dire, les gars, ils avaient besoin d'un chef du village, parce que le chef du village précédent était mort. Et vous savez qu'en Afrique, il y a plusieurs manières de devenir chef du village, pas la royauté, quoi, mais le chef du village. Soit on devient chef du village par nomination, un peu comme le gouvernement, comme la politique aussi. Par nomination, disons, par lien parental, le père était chef du village, donc le fils passe automatiquement. Ou par affinité spirituelle entre eux là-bas dans le groupe, ils choisissent quelqu'un et puis mettent. Et il s'est trouvé que, bon, comment je vais appeler le vieux monsieur là, Ba Vitor, ça veut dire que Père Vitor. Il s'est trouvé que eux, ils ont décidé de choisir Ba Vitor comme nouveau chef du village juste par intérim. Et sachant bien, ce village était vraiment réputé dans ses, disons pas meurtres, mais dans le taux de mortalité était vraiment un peu élevé. Quand il y avait encore les précédents chefs du village. Donc, quand Ba Vitor est arrivé, bien avant de te mettre ou de t'introniser comme chef du village, les gars, ils te testent. Ils essaient de voir si tu vois, tu as le 3e œil, si tu as l'esprit ouvert. Bon, ils te testent, quoi. Si tu es neutre, ils mettent au moins des personnes dans ton entourage. Ça veut dire que les chefs notables qui sont là, il y a quelqu'un au moins qui doit voir avant que tu t'asseyes sur le fauteuil du chef. C'est un peu ça. Parce que le village voisin aussi il se lance des épines. Du coup, Ba Vitor, lui, je ne sais pas si c'est possible, selon la grand-mère, il a désactivé son côté spirituel. Du coup, les gars, ils essaient de le tenter pour voir s'il voit, mais il n'y a rien. On dit, ah, c'est quelqu'un de normal, donc on pourra l'utiliser à notre guise. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'ils essaient de placer la personne ensuite, avec les notables qui sont aux alentours. Qu'est-ce qu'ils font? Lui dit ça, fait ceci, fait ceci. Lui, comme il est blanc, il n'y voit rien. Donc, comme il n'y voit rien, excusez-moi du terme, alors, ils essaient de l'utiliser pour au moins subvenir à leur sale besogne. Mais comme je l'avais dit précédemment, dans le village était réputé vraiment pour le taux de mortalité. À chaque fois, les gars, il y a quelqu'un qui doit mourir, un enfant tombe ici, un autre meurt là-bas, un Européen qui arrive, il meurt. Bon, et ça les arrangeait. Il y avait toujours la fête au village. Mais quand Ba Vitor est arrivé, celui qui est blind, qui voit normalement rien, le taux de mortalité a commencé à baisser. Donc, les gars du sec, ils ont commencé à se poser des questions. Mais comment ça se fait qu'on n'arrive plus? En fait, les marmites nocturnes ne chauffent plus, quoi. Il n'y a plus de feu en dessous des marmites. Ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui engendre ça? C'est comme ça qu'ils commencent à faire les enquêtes. Ils n'arrivent toujours pas à trouver gain de cause. Moi, franchement dit, le truc est quand même bizarre. Il faut vraiment être doté d'un pouvoir d'ordre spirituel pour pouvoir camoufler son esprit spirituel. Et c'est ce que Ba Vitor faisait. Et lui, il camouflait son esprit spirituel. À tel enseigne que tout le staff des sorciers qui étaient là ne pouvait même pas savoir que le gars qui était là était quand même un gars à haut niveau. Mais une fois, quelque chose va faire que Ba Vitor va se trahir. C'était quoi? Au moment où le gars était assis chez lui, peinard, un des gars, des hauts dignitaires spirituels, disons comme ça, du village voisin, est venu ravir l'âme d'un enfant dans le village où Ba Vitor était responsable, chef du village. Bon, voyant cela, il ne pouvait pas laisser. C'est comme ça qu'il se met à poursuivre le gars spirituellement parlant. Il poursuit le gars. Et quand il approche, il demande, mais tu envoies l'enfant là où?
Le gars dit, mais toi, tu es qui? Il dit, tu sais pas qui je suis? Il dit, non, je sais pas qui tu es. Moi, on m'envoie en mission, je suis venu prendre parce que les gars, ils doivent, donc je suis là. Il dit, non, tu n'as pas le droit. Demande bien, tu sauras qui je suis. Le gars dit, non, dans ce cas, je ne peux pas laisser, parce qu'au fait, c'est sa prise là. Il commence à se bagarrer avec Bah Vitor. Et comme Bah Vitor, c'est quelqu'un qui avait excellé, parce que lui, son truc à lui, c'est depuis la naissance. Il avait excellé dans la chose. Il a réussi à se battre avec le mec. Mais le mec ne pouvant plus l'atteindre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris et la poudre d'escampette et il partait avec l'enfant. Mais chose bizarre, en fuyant, il arrivait devant une église. Et c'est là quand il est arrivé devant l'église, qu'on ne sait pas par quel miracle, il a dû laisser tomber l'esprit de l'enfant. Et quand il a laissé tomber l'esprit, mais en partant, il s'est rendu compte que la personne avec qui il se battait là, c'était plutôt chef du village, Bah Vitor, qui camouflait son côté spirituel. Bah Vitor a donc récupéré l'enfant et il l'a ramené. Bon, quand on dit ramener, c'est carrément remettre l'enfant dans son état normal, pour ne pas que les parents, parce que quand c'est comme ça, l'enfant est malade, en fait. Donc, il ramène maintenant l'esprit de l'enfant, mais tout en sachant que, personnellement parlant, il venait comme ça de se faire dévoiler. C'est comme ça, le mec en question, il a averti maintenant certains villages, le village, là où on l'avait mandaté, pour dire que, attention les gars, le mec du village voisin, que vous avez cru que le gars était blind, en réalité, il est plus dangereux que nous. Comment il est plus dangereux que nous? Non, c'est lui qui m'a poursuivi jusqu'à ce que... Vous n'avez pas compris qu'à un certain temps, depuis qu'il est là, il n'était pas mis par intérim, mais depuis qu'il est là, le taux de mortalité a baissé. On ne comprenait pas. Parce que les gars n'arrivaient pas à faire chauffer les marmites spirituelles, au fait. Tu comprends? Et c'est ce qui les a énervés. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils engagent un sniper spirituel. La vieille dit que réellement, ce type de personne-là, quand tu es dans le village, tu crois entendre un chasseur. Au fait, tu entends le tir du fusil. Tu es là et puis bon, vous entendez PAO. Elle a même dit le nom de l'arme. En réalité, disons en patois, je ne peux pas dire ça ici. Donc, tu entends le cri PAO. Mais quand tu regardes, généralement, quand on entend ça, les chasseurs ils ne chassent pas aux alentours du village. Ils vont dans le fin fond de la forêt. Mais tu entends ce cri-là. Mais quand tu regardes, et c'est tellement vivace, du coup, tu crois que le gars, il est juste derrière la maison. Mais vous attendez pendant 30 minutes, 40 minutes, il n'y a personne qui sort. Aucune personne ne sort avec un fusil à la main, comme un chasseur qui revient de la chasse tranquillement avec sa prise. Mais il n'y a absolument rien. Et généralement, si tu entends ça 3 fois, c'est qu'ils ont dû tuer quelqu'un de vraiment puissant. Donc c'est comme ça, les gars tirent. Première fois, ils ratent. Deuxième fois, ils ratent. La troisième fois, c'est comme ça ils atteignent maintenant le chef. Et comment? Dans le village, ça commence à crier par-ci, par-là. Oh, 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 oh. Bah, Victor, lui, bon, comme c'était un gars blindé spirituellement parlant. J'ai aimé l'histoire de la vieille parce que ça m'a rappelé un peu ce que j'avais rencontré précédemment quand j'étais à l'hôtel. Parce que pour moi, j'ai cru que c'était un truc bon, comme ça. Mais quand le mec me disait qu'il était sniper spirituel, au fait, j'ai pris ça pour la plaisanterie. Mais aujourd'hui, après combien d'années, je crois plus de 10 ans ou 15 ans, la vieille devait me parler de cette histoire-là. Elle même me donne même le type d'âme que les gars utilisent et le nom de cet esprit d'âme-là. Donc, c'est comme ça, je vous revenir. Bah, Victor convoque maintenant la réunion finale et il leur fait croire à tous ces anciens-là. Toi, voilà, toi, voilà, toi, voilà, toi, voilà, toi, voilà. Votre que vous faites ici, là, sachez que depuis le début, je suis au courant de ça. Vos snipers que vous aviez envoyés là, sachez que vous pensez qu'ils m'ont eu, mais ils n'ont pas eu, mais c'est plutôt l'arme qui a été dirigée contre vous. Et bizarrement dans le village, là où on n'entendait presque pas des gens en train de pleurer, on entend des cadavres tomber par chaîne, un par un, un par un. Et c'est les plus vieux du village retirés de la case là, qui ont commencé à mourir. Donc, en conclusion, c'est pour dire quoi? Moi, je ne sais pas si c'est possible ou si c'est faisable. On aurait dit tirer les mots peut-être à tonton Alex ou bien à l'homme de l'ombre pour voir si c'est vrai. Mais est-ce que ceux qui sont dotés, ceux qui ont cet état d'esprit-là, arrivent-ils réellement à camoufler cela? C'était un peu ce que je voulais dire. Concernant la moralité, vous savez ce que vous avez dit. Vraiment, merci beaucoup et c'est ce que je pensais ou c'est ce que j'avais à dire. Merci DMG, merci pour tout et à la prochaine encore. Ciao, ciao. Merci. Leonidas pour l'histoire. Comment descendre dans les commentaires.
J'attends bien les commentaires des frères. Les gens, ils bombardent les gens dans le coin. Les gens là, vraiment, hein. J'espère que... Wow. This is a story.